Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans l'édition du Journal Parlé de ce mercredi 10 juin 2026. Voici les titres. Fin des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2026 ce mercredi 10 juin sur l'ensemble du territoire national. Dans ce journal parlé, vous suivrez les impressions de quelques candidats à l'issue de la composition. Démarrage depuis lundi d'un atelier de coproduction des journalistes des radios partenaires du projet COSO à Parakou. Vous aurez plus de précisions dans le développement. Et nous sommes en note sportive. À présent, le compte à rebours est terminé. Du 11 au 19 juillet 2026, la planète football va vibrer au rythme de la Coupe du Monde organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Cette édition historique promet un spectacle inédit avec un format élargi. Vous suivez dans cette édition du Journal Parlé les avis de quelques citoyens malanvillois. Restez des nôtres donc. Et à toutes ces informations viendront s'ajouter la page sportive qui sera présentée par Bruno Gakli ainsi que la revue de presse de Lukman Ouroucheou. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. La santé sexuelle et reproductive concerne le bien-être physique, mental et social lié à la sexualité et à la reproduction. Elle passe par l'accès à l'information et aux services de planification familiale. À Malanville, plusieurs obstacles limitent encore l'accès des jeunes, en particulier des jeunes filles, à ces services. Selon le chef du guichet unique de protection sociale, les difficultés financières et valeurs socio-culturelles constituent l'un des principaux freins. Suivez pour plus de détails le Ségups de Malanville, Cédric Assogba. Dans le contexte de Malanville, plusieurs facteurs limitent l'accès aux services santé sexuelle de la reproduction. Dans un premier temps, nous pourrons parler des barrières socio-culturelles et la honte, surtout chez les adolescents. Barrières socio-culturelles et honte parce que la planification familiale n'était pas déjà dans nos habitudes. Quand une fille qui va au centre de santé aujourd'hui et qui doit faire une méthode de contraception est vilipendée pour son choix parce que le regard que porte la société sur cette fille-là est un regard de femme sans pudeur, sans morale. C'est un regard de femme, excusez un peu le terme, catin. Une fille qui ose aujourd'hui la méthode contraceptive est vue comme une fille qui a une sexualité précoce. Quand je parle de filles, je parle d'adolescentes et de jeunes. C'est une fille qui a une sexualité précoce et donc elle est mal vue au sein de la communauté. Et donc plusieurs filles sont obligées de se cacher pour faire ces méthodes contraceptives-là, nonobstant le fait que la fille a sa sexualité au sein de la commune de Malanville. Et c'est ce qui entraîne en fait la honte, le ressenti donc de la honte, peur du jugement social. Parce que oser la planification familiale, oser aller au niveau des services de santé de la reproduction aujourd'hui est stigmatisé. Au-delà de l'aspect socio-culturel, d'autres barrières persistent. Le manque d'informations et certains préjugés empêchent encore de nombreux jeunes de recourir aux services disponibles. Cédric Assogba, qu'on écoute. L'une des barrières également, c'est le manque de dialogue parents-enfants sur les sujets de sexualité. Vous savez, il est déjà difficile pour les adultes eux-mêmes, même en couple. Je veux même parler des femmes adultes, même en couple, d'aller faire une méthode contraceptive. Qu'en serait-il alors des jeunes filles? On peut se poser la question. Le manque d'information, bien évidemment, nous communiquons, mais nous ne communiquons pas assez sur ces méthodes contraceptives-là. Les centres de santé ne couvrent pas encore toute la commune et tous les villages de la commune. Il y a des villages qui sont situés à près de 15 km, à près de 20 km du centre de santé. Et même si nous avons aujourd'hui les consultations sociales, les consultations en stratégie avancée. Nous avons les stratégies avancées que font
les services de santé, tout le monde n'a pas systématiquement accès à ces services-là. Donc ça pose un véritable problème. Et bon, pour finir, je vais dire que nous avons une forte prévalence d'avortements clandestins, une forte prévalence de grossesse également en milieu scolaire, même si les statistiques ne le montrent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit grossesse en milieu scolaire, parce que la fille tombe enceinte, bon, on trouve des stratégies pour qu'elle quitte les classes. Et lorsque nous rentrons dans les vacances, c'est beaucoup plus difficile de les suivre. Bon, quand on connaît la situation de Malanville et qu'on parle de grossesse, on parle immédiatement de mariage. Pour les acteurs de la protection sociale, le renforcement de la sensibilisation reste essentiel pour améliorer l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive. D'une information à une autre, nous sommes dans le Borgo à présent. La commune de Parakou abrite du 9 au 12 juillet 2026 la première conférence trimestrielle au titre de l'année 2026 de la coproduction sur la cohésion sociale des régions du golfe de Guinée-Kozo. L'atelier se tient dans un hôtel de la ville. Suivez ce reportage de Jérôme Sambieni au lancement de l'atelier. Venus des radios des zones d'intervention du projet Kozo, à savoir l'Alboré, le Borgo, la Donga et la Takora, ces 46 journalistes radio communautaires vont produire au cours des 4 jours de formation 2 magazines, une table ronde, 5 questions pour comprendre le projet Kozo et 10 micro-programmes. Au début de la séance, c'est le spécialiste en communication au projet Kozo, Adon Wilfried Hervé, qui a remercié les participants tout en leur rappelant les tâches attendues au cours des 4 jours dans le cadre de ce partenariat radio et projet Kozo. Comme vous le savez, dans le partenariat qui lie les radios de proximité et le projet Kozo, il est prévu des rendez-vous réguliers, des rendez-vous périodiques pour essayer de faire le point du chemin parcouru, d'apprécier la qualité de notre partenariat, d'apprécier ce qui est fait, la qualité des productions et de produire ensemble des sujets qui sont diffusés d'abord sur les radios partenaires mais également sur les médias digitaux du projet. Ça nous permet également de projeter le trimestre à venir, de savoir qu'est-ce que nous faisons, qui fait quoi, comment on le fait et quand est-ce qu'on le fait. Nous avons d'abord évalué le chemin parcouru sur le deuxième contrat qui a été signé avec les radios partenaires et de produire du contenu. Nous allons produire du contenu, nous y sommes mis. Il n'a pas manqué d'annoncer une bonne nouvelle aux professionnels des médias, celle d'un contrat additionnel du projet avec les radios communautaires et certaines thématiques sont bien visées par le partenaire et seront développées par les radios au cours de ce partenariat. Le ESCOM Wilfried Adon à nouveau. D'informer, de sensibiliser et de mobiliser les communautés sur des situations comme les réfugiés qui apparaissent maintenant dans plusieurs communes d'intervention du projet qui a obtenu un financement additionnel pour prendre en compte cet aspect des choses. Ensuite, il est prévu de produire des émissions sur le dialogue intragénérationnel, sur la gestion de la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, sur la culture de la paix, sur la mobilité pastorale, sur la nouvelle réglementation en matière pastoralisme. Les autres activités de cette première journée ont porté essentiellement sur le point de présence, le choix des rapporteurs journaliers, la formation des groupes de travail, le choix des thèmes à développer et la proposition des personnes ressources pour animer ces émissions. Après avoir parcouru tous les contours de ces émissions et le montage des 10 micro-programmes, les participants ont été renvoyés par groupe pour bien travailler sur les thématiques pour sortir un bon produit prêt à diffuser dans les organes de presse. Et ce fut la dernière étape de cette première journée de formation de coproduction des émissions pour le compte du contrat projet Kozo. De Parakou, Jérôme Sambieni pour la voix de la Panjari. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous prenons une petite pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
Et je l'avais annoncé au début de cette édition du journal parlé. Après 3 jours de composition, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session de juin 2026 ont pris fin ce mercredi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans les différents centres d'examen, candidats, parents et encadreurs affichent désormais un sentiment de soulagement en attendant la proclamation des résultats. À Malanville, une équipe de la rédaction est allée recueillir les impressions de quelques candidats à la sortie des salles de composition. Suivez. Moi, c'est Alassane Mohamed Sani. On ne peut dire qu'Alhamdoulilah, mais la composition, ça n'a pas très été facile, mais on a fourni nos propres efforts de nous. Moi, de mon côté, il y a la mathématique et PCT. Ce sont les épreuves qui ont été difficiles de mon côté. Mais à part ça, les autres, c'est abordable. Et Inch'Allah, la victoire. Je réponds au nom de Limpi Amidat. Selon moi, les épreuves ont été abordables. L'épreuve de mathématiques était un peu facile et l'épreuve qui m'a pris est l'épreuve d'espagnol. On souhaitera que les résultats soient bons. Orusia Rafiatou. On est bien sûr à la fin de la composition et les compositions se sont bien passées. Et enfin, on prie Dieu qu'on soit 100% anglais. De 1, c'est un peu difficile. De 2, on ne comprend pas la langue. Et ça nous a fait un peu réfléchir. Les mathématiques, si l'homme a l'habitude de traiter les exercices, la mathématique est très facile. Dans l'ensemble, on peut dire si prête à Dieu, tout ira bien. Monsieur Abdelaziz, composition, ça a été facile, ça a été bien passé, alhamdoulilah, remercie Dieu. Oui, j'ai fait le constat, c'est un peu difficile, mais ça a été un peu passé. Tout le monde sait que c'est la maths, mais chez moi, pas de difficulté. Parce que non, il n'y a pas de difficulté. Tout ça est bien passé. J'ai fait des repères dans les papiers, les maîtrises. Et puis, moi, la réussite avec moi, ça peut aller la main. Mesdames et messieurs, dernier volet de l'information. La saison pluvieuse s'est installée progressivement avec ses particularités cette année 2026. Et quel est son comportement, notamment son installation, son évolution ainsi que sa fin. Nous avons posé cette question à un météorologue et écoutons les explications qu'il apporte pour mieux faire face aux réalités climatiques. Joseph Gbessou, agrométéorologue qui se veut plus précis. Et la saison dans votre commune ici va démarrer de façon moyenne, d'accord, pas précoce. La date moyenne chez vous, c'est une plage de date, c'est du 29 mai à 8 juin, d'accord. La moyenne climatologique adoptée par l'Organisation météorologique mondiale 1980-2020, votre plage moyenne c'est du 29 mai à 8 juin de cette année. Par rapport à la fin, ça va s'étendre jusqu'à fin octobre 2026. Alors, les séquences sèches, c'est-à-dire la longueur maximale qu'on aurait observé, enregistrée au cours de la saison. Les jours successivement sans pluie, quand il pleut, il va arriver que vous ayez au moins 8 à 10 jours, d'accord, avant qu'une autre pluie n'arrive. Mais régulièrement, il va prévoir. Il peut prévoir aujourd'hui, demain encore, il va prévoir, d'accord. Vers la fin de la saison, on s'attend encore à la même longueur de séquence sèche. Il y a d'autres paramètres aussi qu'on détermine, c'est-à-dire le cumul pluviométrique attendu. Ce cumul est déterminé par trimestre, d'accord. Il y a le trimestre mai, juin, juillet, le trimestre juillet, août et le trimestre juillet, août, septembre. Alors pour les 2 premiers trimestres que j'ai cités, il a attendu un cumul déficitaire. C'est-à-dire que la quantité d'eau qu'on aura à enregistrer pour les 2 premiers trimestres sera inférieure à la moyenne. Vous voyez. Donc, et pour le dernier trimestre qui est juillet ou septembre, la quantité d'eau qu'on aura enregistrée sera au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'on s'attend à un trimestre pluvieux. Alors, il a attendu qu'on aurait des écoulements moyens. L'année passée, parfois on peut avoir des écoulements déficitaires ou excédentaires, mais on aura des écoulements moyens. Donc, les écoulements cette année ne seraient ni en dessous ni au-dessus de la moyenne. Par ailleurs, il a abordé les impacts que cette saison pourrait avoir sur la production agricole ainsi que sur d'autres secteurs d'activité. Un éclairage important pour mieux comprendre les enjeux liés aux conditions climatiques actuelles. Joseph Gbessou, qu'on écoute. J'ai dit qu'on s'attend à un cumul déficitaire pour le trimestre mai, juin, juillet et juin, juillet, août. Donc, il y a un risque de sécheresse. Et avec les poches de sécheresse qu'on aurait enregistrées, il y a que les cultures vont souffrir de stress hydrique, un manque d'eau. Alors, après le stress hydrique, ceci va impacter les semis. Vous voyez, quelqu'un peut semer maintenant, et avec ce déficit hydrique, avec ce manque d'eau, il n'y aura pas une germination normale des plantes.
Et donc, il faut encore passer à un ressemis. Vous voyez, ça, c'est une impact. L'impact aussi va s'observer vers la fin de la saison où on a dit juillet ou septembre, c'est là pluvieux. Ça, il y a ce risque d'inondation. C'est un trimestre qui s'annonce très pluvieux. Il y a ce risque d'inondation qui est là. Autre impact, c'est l'impact sur les maladies des cultures. D'accord? Ces conditions climatiques seraient favorables, d'accord, et au développement de certains ravageurs qui vont attaquer les cultures au début comme à la fin de la saison. Comme impact, je peux citer, c'est au niveau de nos routes. Et vous savez, dans nos communes, et pour la construction des voies, il est très important de tenir compte des données climatiques, surtout la pluviométrie, des pluies maximales qui sont souvent enregistrées dans la zone. Parce que si on ne tient pas compte des pluies maximales pour dimensionner les caniveaux, il suffit d'une pluie, les caniveaux sont remplis et l'eau déborde sur la route. Vous voyez. Donc, si les routes ne sont pas dimensionnées à cet effet, il y a aussi les pattes qu'on aurait à observer sur les voies aussi seront inondées. Profitant de l'occasion, le météorologue a prodigué des conseils à l'endroit des producteurs afin de mieux faire face aux réalités climatiques. Joseph Gbessou, agro-météorologue, qu'on écoute. Et tout de suite comme conseil, je vais d'abord demander aux producteurs d'apprêter les gens et chercher l'information climatique. Ça doit être d'abord les premiers intrants. D'accord? Il faut d'abord s'informer de ce que sera la saison. Après, chercher la variété qui est adaptée à nos conditions climatiques prévues au début comme à la fin de la saison. Et aller vers ceux qui fournissent ces variétés-là, qui sont des agents des ATDA. D'accord? La météo donne l'information, mais ne met pas à disposition les variétés. Et autre information, c'est d'être à l'écoute de nos prévisions quotidiennes. Parce que quand nous fournissons ces informations des prévisions saisonnières, il y a aussi les prévisions quotidiennes qui leur permettent de prendre chaque jour des décisions aussi quotidiennes. D'accord? C'est-à-dire, si je vais aller prendre de l'engrais dans mon champ et que je ne sais pas s'il va prévoir, je le fais, mon engrais sera lessivé. Alors, il faut vérifier chaque fois qu'est-ce que la météo a dit par rapport à la journée d'aujourd'hui. Donc, cherchez l'information. Si quelqu'un veut aussi rester dans nos forums WhatsApp, là, il peut partager son numéro avec vous. Vous allez nous envoyer ça pour qu'on les mette dans les forums WhatsApp pour qu'ils s'informent au jour le jour des prévisions quotidiennes. Mesdames, Messieurs, je l'avais annoncé au début, l'actualité sportive fera partie de cette édition. Bruno Gakli, bonjour. Bonjour Dorcas Orecha, bonjour aux amis du courant. Vous êtes déjà installé confortablement, mais on se retrouve derrière cette transition. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Retour en studio football dans cette édition, Bruno Gakli, et nous démarrons par nos guépards du Bénin qui terminent la trêve de juillet 2026 sur une note amère, vous nous dites. Effectivement, Dorcas Orecha, le Bénin a conclu sa fenêtre FIFA de juin 2026 par une sévère défaite face au Togo mondial. Opposé au Togo ce mardi 9 juin dans un derby amical international disputé au Maroc, le Bénin s'est incliné sur le score sans appel de 5 buts à 1. Une prestation difficile pour les hommes de Gernot Rowe qui espèrent justement terminer ce rassemblement sur une note positive après leur premier match contre le Niger. Deuxième information sportive et nous sommes au Mali. Anthony Da Silva, nommé sélectionneur pour une mission précise sur 3 ans. Effectivement, la Fédération malienne de football a officiellement nommé Anthony Da Silva au poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Mali. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié ce 8 juin 2026 par FEMAFOP. Il faut préciser que conformément à la signature du technicien pour une durée de 3 ans, le contrat a été signé par le président du comité exécutif de la Fédération, Mazou Sissé, marquant ainsi le début d'un nouveau cycle pour les Aigles du Mali. Alors Bruno Gakli, cette fois-ci nous parlons de cette information cruciale. La Coupe du Monde 2026 entre officiellement dans sa phase active demain jeudi. Effectivement, il faut le dire, c'est l'actualité qui retient les attentions ces derniers temps. La Coupe du Monde de FIFA de football, la FIFA World Cup 2026 sera officiellement lancée le jeudi 11 juin 2026. Cette édition historique réunira 48 équipes justement
également et sera organisé pour la première fois dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le match d'ouverture marquera le début d'une compétition prévue jusqu'au 9 juillet 2026 avec plus de 100 rencontres au total. Au-delà de l'enjeu sportif, cette Coupe du Monde est attendue pour ses innovations tactiques et son format élargi qui suscite déjà de nombreux débats chez les passionnés de foot. Se place ici à Malanville, nous sommes allés vers les fans du football. Voici un peu l'impression, j'y arrive, globale de ces fans du football au plan local. Cette année, c'est la 23e édition qui est organisée par les 3 pays. Il y a les États-Unis, il y a le Mexique et le Canada. Cette fois-ci, nous avons 10 pays africains qui participent aujourd'hui pour la Coupe du Monde. Et je crois que nous allons revivre vraiment de très beaux meilleurs temps pour cette Coupe du Monde 2026. Toute l'équipe africaine qualifiée déjà pour la Coupe du Monde n'est pas une petite équipe. Alors moi, je compte sur toutes les équipes et je crois qu'elles vont vraiment nous sortir de la honte. Aujourd'hui, sans vous mentir, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont vraiment des équipes de taille qui peuvent vraiment nous sortir de la honte. Je crois que la compétition, la FIFA devrait normalement, moi je crois, exclure les États-Unis parce que l'accès aux États-Unis c'est très compliqué, les fouilles, la sécurité, tout ça là. Donc j'ai même vu la dernière fois où les Sénégalais voulaient aller au pays, ceux qu'ils ont connu comme difficulté avant de passer à l'aéroport, vraiment ça démoralise les joueurs. On a encore connu un habitant africain, somalien, très bon de l'Afrique, qui devait participer à cette Coupe du Monde là, mais il est somalien. Or la Somalie a été interdite du visa américain, il a été renvoyé. Donc voilà, toutes ces petites pressions-là qui vont peut-être un peu entacher la compétition. Vu ce problème-là, ils ont ce qu'on appelle la psychose, la peur. Je crois que ça va être un handicap. Je dirais d'abord avant tout que la Coupe du Monde, c'est une fête qui réunit plusieurs continents. Ça fait plaisir de suivre une compétition de cette envergure. Parce que c'est l'opportunité de voir de très grands joueurs et aussi des joueurs qui ne sont pas vraiment connus. Donc je crois que c'est une opportunité pour montrer ce que chacun sait. Et c'est chaque 4 ans, donc c'est une opportunité. Je crois que la fête sera belle. Et puis dans le rang dans le rang des supporters du Curon se place ici à Malanville, les attentes visent les pays africains. Je vous invite à suivre l'impression qu'ils exposent ici. Suivez plutôt. L'Afrique peut toutefois remporter la Coupe du Monde. En tant qu'expert, je peux faire des pronostics, mais je ne peux pas confirmer. Parce que moi, je sais que le football se joue à 90 minutes. C'est le temps et c'est le tapis vert qui va nous déterminer. Sinon, je compte beaucoup sur l'Afrique concernant nos équipes africaines. Si nous prenons les grands joueurs qui se trouvent dans les clubs en Europe, la plupart, c'est des Africains qui mouillent de mort pour vraiment émerveiller des clubs en Europe. Donc, étant donné que l'Afrique aujourd'hui, nous avons 10 équipes qui sont qualifiées, je suis sûr qu'elle va surprendre cette année. Comme on le dit, il n'y a pas de petite nation. On a vu même les Bénin qui jouent très bien, le Togo qui joue très bien aujourd'hui. Il n'y a pas de petite nation de football. Chacun joue très bien. C'est devenu la plus tactique. C'est le meilleur coach qui arrive à faire maîtriser son système à son équipe, qui arrive à bien communiquer avec ses joueurs, qui donne le meilleur d'eux-mêmes. Sinon, on a vu même il y a des clubs qui ont les pays qui ont des stars, mais qui n'ont pas pu donner un bon résultat. Par contre, des pays qui ont moins de stars, qui ont donné un bon résultat, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le football le plus tactique que juste un rassemblement des très bons joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, les coachs ont fait un bon travail. La Coupe du Monde, là, on voit vraiment des grands noms qui sont représentés. Je crois qu'on va assister à une très belle compétition de l'aller tout. C'est pour la première fois 10 pays africains participent à une Coupe du Monde. Après, bien sûr, le changement de règlement pour cette compétition. L'Afrique a son mot à dire parce que quand on regarde dans la liste, des équipes comme le Maroc, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, c'est des équipes expérimentées, c'est des équipes qui connaissent la compétition. Je reste optimiste, je sais que l'Afrique aura son mot à dire. À ce niveau également, il faut pas rêver grand. Il ne faut pas s'imaginer tout de suite que l'Afrique ira jusqu'à remporter la Coupe du Monde lorsque vous avez des pays comme l'Argentine, comme l'Espagne, comme le Brésil qui sont en compétition. Ce ne serait pas du tout facile aux pays africains. Toutefois, quand vous prenez l'équipe du Maroc, l'équipe du Sénégal, c'est des équipes qui aujourd'hui n'ont rien à envier à ces équipes que j'avais énumérées un peu plus haut. Et bien voilà, à l'instant donc quelques impressions de fans du Curon sur place ici à Malanville, Docas Orichard. Merci à vous Bruno Gakli pour ce point de l'actualité sportive et derrière vous nous installons la revue de presse de Lukman Ouroucheou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Tournée ouest-africaine, le président béninois au Sénégal, Mali et en Guinée-Bissau. Le sujet orne la une et les colonnes des journaux ce mercredi.
Fraternité le matinal, Soleil Bénin Info, Matin Libre, La Boussole, Dynamise Info, Nassera, le pays émergent d'Abarou, sans oublier le Canada du Nord et le potentiel renseigne que dans la suite de sa tournée ouest-africaine, le président Romiad Ouadani a effectué hier mardi une visite d'amitié de travail au Sénégal et au Mali. Après donc Niamey, Ouaga, Lomé et Abidjan, cette visite sous une fraternité était marquée par une volonté commune de renforcer les liens bilatéraux et de dynamiser la coopération sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Sénégal, première destination dans la matinée de ce mardi 9 juin, Fraternité relate qu'arrivé à Dakar, le chef de l'État béninois a été reçu par son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Les deux dirigeants ont échangé en tête-à-tête avant d'élargir les discussions aux enjeux économiques, financiers et sécuritaires dans l'espace ouest-africain. Selon les quotidiens, les deux parties ont affiché leur volonté de renforcer l'axe Dakar-Cotonou et de stimuler l'intégration commerciale régionale. Et dans l'après-midi à Bamako, le Canada communautaire poursuit que le président béninois a été reçu par le chef de la transition Assimi Goïta. À en croire les confrères, les échanges ont porté sur le renforcement du dialogue politique et la coopération bilatérale dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants. Alors, déduit le Soleil Bénin Info, Ouadani vivifie les liens entre le Bénin et le Mali. La boussole n'en dira pas le contraire lorsque le journal placarde en manchette « Offensive diplomatique en Afrique de l'Ouest ». Ouadani rapproche le Bénin de ses partenaires stratégiques. Oui, Ouadani boucle l'Afrique de l'Ouest avec brio, renchérit quotidien à Sierra. Plus loin, Matin Libre estime qu'à travers cette tournée à Bamako, Ouadani scelle le lien CEDEAO-AES. Ce déplacement officiel aux yeux de mon confrère matérialise la démarche des autorités béninoises d'établir un pont diplomatique et de maintenir les canaux de communication entre les pays de la CEDEAO et de l'AES. Par ailleurs, informe le journal, la tournée du président Romiad Ouadani se prolonge par une visite en Guinée-Bissau. Après donc le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire, cette séquence englobe ainsi les pays membres des deux blocs régionaux, conclut la publication. Pendant ce temps, les éperviers du Togo ainsi dans le reste font douter les guépards du Bénin sur leurs performances. C'est ce que rapporte le journal Le Canada du Nord. Selon la publication, mais également le pays émergent et la boussole, les guépards du Bénin ont subi une lourde défaite face aux éperviers du Togo hier mardi, à l'occasion d'un match amical international disputé dans le cadre de la fenêtre FIFA de juin 2026. Au terme de la rencontre à sens unique par moment, précisent les journaux, les Togolais se sont imposés avec autorité sur un score de 5 buts à 1. 5 buts à 1, c'est l'hécatombe pour la bande à Gernot Ross, s'écrit Matin Libre. Oui, enfonce le potentiel, le Togo inflige une lourde défaite au Bénin. Dans la même logique, le pays émergent écrit que les guépards issus un cinglant revers devant les éperviers du Togo. En commentaire, le journal, visiblement furieux, estime que l'entraîneur et certains joueurs comme Jodès Dossou, Saturnin Alagwe et autres devraient être chassés. Le ministre des Sports et la Fédération béninoise de football sont interpellés, lance le journal. Sans commentaire, mesdames et messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel à retenir pour cette édition du Journal Parlé. Merci de votre aimable attention. À la présentation, je suis Dokas Orisha. J'ai bénéficié de l'appui technique de Aboubakar Doko. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la